Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier le proviseur de ce lycée de nous accueillir. Je ne connaissais pas Monistrol, enfin très peu, je le traversais, et je ne connaissais pas du tout le lycée. Vous avez la chance, les lycéens, d'être dans un établissement que je qualifierais d'extraordinaire. D'accord ? Parce que j'ai été impressionné par les structures des bâtiments et du lieu dans lequel vous vivez. Merci également aux professeurs de vous avoir motivé sur ce sujet, et merci à vous d'être présents. Donc mon histoire va commencer en 1911. Nous sommes en Russie. Alors Marie est sur le quai du port d'Odessa, Odessa qui est situé à l'époque en Russie, maintenant c'est l'Ukraine, et qui est situé effectivement sur la mer Noire. Elle regarde en pleurs s'éloigner un paquebot à destination de New York, car sur ce paquebot, sur ce bateau, se trouve son jeune fils, Jacques. Jacques n'a que 6 ans et il part seul. Marie est veuve, mariée à 14 ans, elle est maman à 15 ans, vous voyez un peu votre âge. Son époux, soldat du tsar, est situé lors d'une bataille. Voilà, Marie et son époux. Elle habite donc seule avec son fils dans le ghetto d'Odessa, où sont parqués les Juifs. Elle doit faire face à de nombreux pogroms organisés par certains habitants de la ville. Alors, en désespoir de cause, elle décide de se séparer de son fils pour l'envoyer en Amérique. Est-ce que le mot pogrom, vous connaissez le mot ? Ce sont des violences perpétrées contre des personnes par d'autres, voilà, qui vont vraiment des violences qui vont jusqu'au meurtre. J'ai parlé de ghetto et de... Oui. Alors, en désespoir de cause, elle décide de se séparer de son fils pour l'envoyer en Amérique. En Amérique, où se trouvent 2 de ses sœurs, dont l'une, sans enfant, devrait l'accueillir et le lever. Elle espère ainsi l'éloigner des sévices que subissent les Juifs en Russie. Elle espère pour lui un avenir meilleur. Pendant la traversée, Jacques se rend utile en effectuant différents petits travaux. C'est pour ainsi dire le petit mousse du bateau. Et il rêve de trouver le bonheur auprès de ses tantes. Mais arrivé à New York, personne n'attend Jacques. On lui interdit de descendre du bateau, puisque personne n'attend. Et après quelques jours, sans avoir mis les pieds sur cette terre tant convoitée, il refait le parcours inverse et retourne donc à Odessa. Pour lui, le rêve américain est terminé. Il retrouve sa maman Marie et les pogroms qui se font de plus en plus violents en Russie. Voilà comment commence l'histoire de ma famille, car comme vous avez dû le deviner, et comme vous l'avez compris, Marie est ma grand-mère et Jacques, mon père. En 1915, devant les atrocités que subissent les Juifs à Odessa, ils décident de fuir ensemble. Ils passent par le Soudan, l'Égypte, la Turquie, l'Allemagne, pour arriver en France vers 1925. Pendant ces 10 années d'exode, mon père n'est jamais allé à l'école, mais il a appris les langues de la rue. Il parle le russe, le yiddish, l'égyptien, l'arménien, le turc, l'anglais et le français. Alors le yiddish, c'est en fait un dialecte qui était parlé par les Juifs d'Europe centrale, qu'on appelle les Ashkénazes. Quant à ma grand-mère, elle a ouvert des épiceries en Égypte et en Turquie pour subvenir à leurs besoins. Voilà comment mon père et ma grand-mère sont arrivés en France. À Lyon, mon père fait différents métiers et ma grand-mère, elle, partira habiter Paris. À Lyon, mon père rencontre par hasard un juif russe qu'il avait connu à Odessa et qui est marié avec une Polonaise.
Cette dernière a fui la Pologne et elle demande à mon père de se porter garant pour l'une de ses 5 sœurs restées en Pologne et pour que cette sœur puisse avoir l'autorisation de venir se réfugier en France. Car en Pologne, les Juifs étaient victimes d'un antisémitisme virulent et d'agressions permanentes. Et pour les Juifs de Pologne, la France était le paradis, où beaucoup souhaitaient venir se réfugier. Donc, cette Polonaise montre à mon père 5 photos de ses 5 sœurs, et mon père en choisit une, celle de Rose. Et c'est elle qui choisit pour la faire venir à Lyon. Et sans le savoir à l'époque, Jacques lui a sauvé la vie, car les sœurs de Rose, ses parents, et toute la famille qui était restée en Pologne furent assassinés au début de la guerre. Ils ont été fusillés sur place par la Gestapo et la milice polonaise. C'est ce qu'on a appelé la Shoah par balle. Milice. Oui, pardon. Milice, vous savez ce que ça veut dire ? Les milices sont des forces de police supplétives de l'armée, donc ce sont des civils. La milice française est créée par le régime de Vichy et placée sous le commandement du Premier ministre de l'époque, Pierre Laval. Elle est constituée d'environ 30 000 membres. Supplétifs de la Gestapo et des autres forces allemandes, ils participent à la traque des Juifs. Après plusieurs difficultés, Jacques obtient les papiers nécessaires pour que Rose puisse venir en France. Voilà. Donc il a fallu qu'il obtienne un certificat de travail que j'ai retrouvé, prouvant qu'il avait les moyens nécessaires pour accueillir une personne venue de l'étranger. C'est ce qui se fait toujours actuellement pour ceux qui demandent à venir en France. Et ils se plaisent, se marient et auront 2 enfants. Mon frère Maxime, né en 1935. Voilà mon frère, mon père et ma mère. Et moi, né en 1944, pendant que nous étions cachés au Mazet-Savoie. De Lyon, Jacques et Rose se rendent à Roanne, où ils trouvent du travail dans l'industrie textile. Ils coulent des jours heureux avec la naissance de mon frère en 1935. Ils feront rapidement les démarches pour obtenir leur naturalisation, car pour eux, la France est le pays des libertés. Ils espèrent y trouver les moyens de vivre normalement et d'oublier les persécutions qu'ils ont subies en Pologne et en Russie. Pour eux, la France est un paradis. D'ailleurs, il y a un proverbe juif qui dit « Heureux comme un juif en France ». C'était à l'époque. Ma grand-mère est partie à Paris et s'est remariée avec un juif né en France, donc français. Vous verrez que ça a de l'importance par la suite. Ils ont ouvert une épicerie dans le quartier du Marais, rue Saint-Claude exactement, et pour elle aussi, tout va bien. Malheureusement, la guerre éclate en 1939. Hitler envahit la France et fait pratiquer la chasse aux Juifs. Et le gouvernement de Pétain les oblige à porter une étoile jaune et leur interdit l'accès à certains lieux et à certains métiers également. Et à Paris, en 1942, il est demandé aux Juifs de se faire recenser dans les commissariats. Le mari de ma grand-mère, confiant en la police de la France, puisqu'il est français, se rend spontanément au commissariat. Elle, plus méfiante, refuse de se soumettre à cette directive. Elle comprend le danger, fuit Paris et retourne à Roanne retrouver son fils Jacques, qui est mon père. Et elle a eu raison, car elle ne reverra plus son mari qui a été victime de la fameuse rafle du Veldiv, puis déporté dans un camp de concentration où il est mort. Malheureusement, à Roanne, la milice traque également les Juifs. Des tracts circulent accusant les Juifs de manger, comme on dit, le pain des Français.
Donc là, vous avez un tract, en fait, hein, qui montre en fait la liste des, je vois pas, oui, la liste en fait des principales maisons juives, hein, et on retrouve ici le nom de la famille d'André Freudenberg, 26 rue Diderot, pour qu'en fait, qui était bonnetier, oui. Bonnetier, c'est un grand mot. Ils avaient 2 machines à coudre dans la cuisine et ils fabriquaient des pulls. Donc, c'était pas la richesse. Hein. D'accord. Et un jour, ils trouvent la porte de leur appartement fracassée. Et alors, l'instituteur de mon frère, M. Guillot, avertit mes parents qu'ils sont en danger. Il leur propose d'héberger Maxime et de le cacher ensuite dans une ferme à Buis, qui se trouve à 20 km de Roanne. Mon frère, partira donc avec ma grand-mère se réfugier chez Madame Dulac, qui les cachera dans sa ferme. Il n'a que 6 ans et il devra apprendre à ne plus s'appeler Maxime Freudenberg, mais Maxime Rigaud, car mon père a réussi à obtenir de faux papiers pour toute la famille qui se nomme dorénavant Rigaud. Voilà une fausse carte d'identité de ma mère que mon père a réussi à faire d'une façon effectivement frauduleuse. Je vais vous lire un extrait d'un texte qui a été écrit par Maxime. Alors qu'en classe, j'apprenais à associer les lettres pour en faire des mots. R-I, ri, R-A, ra, riri, rara. Monsieur Maurice Guillot, mon instituteur, est venu voir mes parents et leur a dit « Il faut protéger Maxime, le mettre en lieu sûr. La situation est devenue dangereuse. Je connais une brave dame qui va l'héberger. » Avant de partir, mon père m'a pris par les épaules, m'a fixé intensément du regard et m'a dit « Écoute-moi bien, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Maxime Rigaud. Tu oublies Maxime Freudenberg. Rigaud, Rigaud. Si on te pose des questions, tu réponds « Je ne sais pas ». Où sont tes parents ? Je ne sais pas. Tu ne parles avec aucune grande personne. Tu n'acceptes ni bonbons, ni jouets. C'est ainsi que j'ai passé 1 an chez Madame Dulac. Elle m'a choyée. Je passais mon temps à garder les chèvres, à cueillir des pissenlits pour la salade, à manger les pâtés aux pommes qu'elle cuisinait. Mais méfiant comme un petit animal, avec toujours cette crainte des mauvaises rencontres et des réponses à donner aux curieux, ce que j'ai toujours bien su faire. À Roanne, mon père est arrêté et transféré à la prison Montluc à Lyon. Il réussit quand même à s'évader en sautant d'un camion et il rejoint ma mère. Ils comprennent vite que Roanne n'est plus un lieu sûr où ils peuvent rester. Ils trouvent refuge en 1942 en Haute-Loire, sur le plateau du Haut-Lignon, au lieu dit La Pierre Plantée, au Mazet-Sainte-Voie, chez monsieur et madame Ferrier-Sabatier. Voilà. Mon frère les rejoindra en faisant le voyage avec une personne qu'il ne connaît pas. De Builly à Tence, le voyage se fait en train, et ensuite de Tence à Aumazet, dans une charrette tirée par un cheval. On est en 1942. Il n'a que 7 ans. Il laisse donc sa grand-mère, qui fera semblant d'être sourde et muette, car elle parle très difficilement le français, même pas du tout, et risquerait d'être découverte comme juive. Un autre extrait d'un texte de Maxime, 1942. Une faible lampe au plafond éclaire le wagon du petit train, le même que décrit Anne Douillet dans son livre. Je suis assis sur la banquette, en face de Schmil, c'est son prénom, en yiddish Petit Simon. Monsieur Simon Zimmermann est un ami de mes parents,
un homme érudit qui parle un français parfait, presque sans accent. Il est arrivé un soir au Plat à Bully, dans la Loire, chez Madame Dulac, et lui a dit « Je viens chercher Maxime. Je l'emmène chez ses parents qui sont dans un autre lieu. Mais chut !» La vie à la pierre plantée se passe du mieux possible. Mes parents et mon frère vivent donc sous le nom de Rigaud, même si toute la population environnante sait que ce n'est pas leur vrai nom. Maxime va à l'école dans un village de Madelonnet, qui se trouve à quelques kilomètres qu'il parcourt à pied tous les jours. Pour survivre, mon père fabrique des bougies avec une pompe à vélo. Il envoie mon frère les vendre aux paysans, et mon frère n'a que 7 ans à l'époque, les vendre aux paysans ou encore les échanger contre de la nourriture. Alors, même si les bougies ne sont pas très bien fabriquées, les habitants du Mazet les achètent pour faire plaisir à ce petit bonhomme de 7 ans. Un autre extrait d'un texte de Maxime. « Je vais à l'école de Madelonnet. Madame Deschaumet en est l'institutrice. C'est une femme courageuse et discrète. Elle a une adorable petite fille, Pâquerette. Je m'y fais des amis, Charlotte, Lucie, Francette, Pierrot, Hébert. Je vais au Louveteau, à Fresnay, avec Hébert, le frère de Charlotte. Mon père m'envoie au ravitaillement. La nourriture est rare, alors il m'apprend le troc. Je dois échanger des pelotons de ficelle pour faire les saucissons, des bougies fabriquées par mon père avec une pompe à bicyclette, contre des œufs et du beurre. Avec mon petit vélo en partant sur les côtes de Lisieux, à la bataille, je revenais avec un peu de provisions. Les paysans me les donnaient, sûrement plus grâce à ma bonne bouille que pour l'utilité des bougies. Mon père intègre également le groupe des résistants qui couvre le plateau. C'est le deuxième à gauche. Il participera à plusieurs actions pour lesquelles il recevra la médaille de la Résistance, médaille dont il était très fier. Et en 1944, Rose accouche d'un petit garçon. Voilà comment j'ai vu le jour à la pierre plantée, sous le nom d'André Rigaud, le 17 mars 1944. Alors je suis né certainement par accident, parce que dans les conditions dans lesquelles il vivait, il ne devait pas avoir prévu d'avoir un enfant, mais j'étais là, et j'étais bien là. Et par l'intermédiaire d'une tante, Bella, la sœur de ma mère, vous vous souvenez, qui l'a fait venir de Pologne, je suis également inscrit sur les registres de la mairie de Roanne le 11 avril, avec un faux certificat de naissance, mais sous mon vrai nom, Friedenberg. Ainsi, j'avais 2 actes de naissance, un au Mazet-Sainte-Voie sous le nom de Rigaud, et un à Roanne sous mon vrai nom, André Friedenberg. Ainsi, même si sur mes papiers officiels d'aujourd'hui, il est inscrit né le 11 avril à Roanne, on a toujours fêté mon anniversaire le 17 mars, et j'ai toujours su que mon véritable lieu de naissance était le Mazet-Sainte-Voie. Là, c'est une carte à mon nom, de Rigaud, avec des tickets de rationnement, je ne sais pas si à l'époque, pour pouvoir manger, pour pouvoir aller acheter dans les magasins de la nourriture, il fallait être en possession de tickets de rationnement. Par contre, nous devons déménager et quitter la pierre plantée, car notre maison d'accueil se trouve en bordure de route. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la pierre plantée. C'est à l'intersection de plusieurs routes. Voilà. Elle est donc trop exposée. Nous trouvons refuge à Paullac, chez monsieur et madame Vallas, dans une maison plus isolée. Nous y resterons jusqu'à la libération. Sur ce plateau de la Haute-Loire, beaucoup de familles juives ont trouvé refuge auprès de familles protestantes.
On parle actuellement très souvent du Chambon-sur-Lignon qui a reçu la médaille des Justes. Mais de nombreux villages de ce plateau méritent de partager cette distinction. Cette médaille est également attribuée, et surtout attribuée à des personnes physiques. Et le Chambon-sur-Lignon est la seule commune en France à avoir reçu cette distinction. Et donc les Justes, ce sont des personnes non juives qui ont sauvé des Juifs pendant la guerre et qui les ont sauvés de l'extermination. Donc cette médaille est attribuée aux Justes, mais ceux qui nous ont sauvé la vie, monsieur et madame Guillot, madame Dulac, monsieur et madame Ferrier-Sabatier, monsieur et madame Vallat, entre autres, ont toujours refusé cet honneur en déclarant, et ça c'est tout à leur honneur, qu'ils n'avaient fait que leur devoir. Je me demande actuellement si beaucoup de gens feraient la même chose, parce qu'ils risquaient quand même leur vie. À cette époque, tous les habitants du plateau savaient que des Juifs étaient cachés, mais il n'y a jamais eu de dénonciation. Ils ont permis à de nombreuses familles d'échapper aux camps de concentration où 6 millions de Juifs d'Europe ont été exterminés. À la Libération, et donc à la fin de la guerre, nous avons regagné Roanne. Ça, c'est moi à Roanne, à l'âge de 5 ans. Je n'ai pas changé. Nous avons retrouvé le petit appartement de 2 pièces où nous vivons à 4, dans lequel mes parents avaient toujours installé 2 machines pour fabriquer des pulls et gagner de quoi nous faire vivre. Nous étions à l'étroit, mais nous étions sauvés. Voilà comment nous avons pu échapper à une mort certaine, simplement parce que nous étions de confession israélite. Pour ma part, j'étais trop jeune pour avoir des souvenirs, disons, réels. Cependant, j'ai le souvenir, quand j'étais jeune, d'une valise cachée sous le lit de mes parents. Elle y est restée quelque temps. Elle contenait des objets nécessaires si nous devions fuir à nouveau devant de futures atrocités. Ce que je viens de vous raconter, ce ne sont que des brides de conversation que j'ai retenues, car mes parents n'ont jamais vécu dans le passé, essayant d'oublier les atrocités dont ils ont été victimes. Je ne les ai jamais entendus se plaindre, même dans des moments difficiles. J'ai perdu ma mère lorsque j'avais 14 ans. Elle est morte d'un cancer provoqué certainement par le fait que mon frère Maxime soit envoyé en Algérie lors de son service militaire, qui était obligatoire à l'époque. En Algérie, où chaque jour des soldats se faisaient tuer, il est parti pendant 27 mois et je lui écrivais tous les jours sous la dictée de ma maman. Il a obtenu une permission exceptionnelle et elle a pu le voir quelques jours avant son décès et elle avait 46 ans. Dans l'histoire que je viens de vous raconter, j'ai une pensée permanente pour ces gens qui ont risqué leur vie pour cacher et sauver des familles qu'ils ne connaissaient même pas. J'ai également une pensée pour mon frère Maxime. À 6 ans, il a connu la guerre et l'antisémitisme. Il a été caché sous un autre nom. Il a vécu des moments difficiles et à 18 ans, il est parti faire une autre guerre en Algérie. Il n'a pas pu avoir une jeunesse paisible et une scolarité normale. Quant à moi, j'ai été un privilégié car mes parents m'ont toujours tenu éloigné des difficultés et ils m'ont protégé. Pourtant, un jour, j'ai pris conscience de ma condition. Je devais avoir 6 ou 7 ans. J'ai grandi. Là. Ce jour-là, je promenais mon chien autour de la maison. Une autre personne, un voisin, faisait de même. Les 2 chiens faisaient connaissance, se reniflaient, gentiment. Et puis, ce voisin a appelé méchamment son chien en hurlant
reviens, tu ne vas pas fréquenter un juif. Ce jour-là, j'ai reçu un terrible choc et cette scène, je la revis très souvent. J'ai compris que l'antisémitisme et le racisme persistaient toujours, même après les atrocités des camps de concentration, atrocités connues de tous aujourd'hui, ou presque tous, atrocités qu'il ne faut pas oublier, et pour ça je compte sur vous. Je vous remercie. Vous allez penser, je pense, vous avez pas mal de questions à poser à André. Avant, je vais lui en poser une. André, tu as parlé de ta grand-mère, de tes parents, de ton frère, qui ont, eux, vécu ces terribles années de guerre, avec toutes les persécutions contre les Juifs. Mais toi, évidemment, étant né juste un an avant la fin de la guerre, tu n'en as pas de souvenir de cette période-là. On a vu que tu avais vécu des choses plusieurs années après. Mais comme tu l'as dit, tu as été très, très protégé. Tu as une enfance très, très protégée. Tu as été aimé et je veux dire presque peut-être couvé, si on peut dire. Et je crois savoir que ton père était particulièrement fier de toi et ce que tu as pu réaliser dans ta vie. Et en fait, en quoi était-il si fier de toi ? Qu'est-ce que tu as fait comme métier ? Qu'est-ce qui a fait qu'il en était si fier ? Oui, parce que par rapport à mon frère, j'ai pu, disons, faire des études. Et j'ai été professeur, donc fonctionnaire. Et pour mon père, c'était la meilleure des choses. Parce que fonctionnaire ne pouvait être fonctionnaire que des Français. Ne peuvent être fonctionnaires que des Français. Et le fait que je sois prof fonctionnaire, ça veut dire que j'étais accepté dans la société française. Et pour lui, c'était primordial. Mon frère, qui avait repris la petite affaire de mon père, qui devait gagner 10 fois ce que je pouvais gagner en tant que professeur, cher collègue, eh bien, pour mon père, c'était pas lui qui avait réussi, c'était moi. Parce que j'avais fait des études, alors que lui n'avait jamais été à l'école. Donc, et puis le fait que je me sois investi ensuite dans la cité, ça, pour lui, c'était l'apothéose. Alors, comme vous avez senti, André est tellement modeste que moi, je vais le dire à sa place. Quand il dit qu'il s'est investi dans la cité, il a été élu. Donc là aussi, pour son élu de la République. Donc pour son père, c'était vraiment l'intégration complète. Et quand on sait qu'en 1940, les fonctionnaires juifs ont été déchus de leur statut, et bien sûr, il n'était pas question qu'il soit élu, et que son fils, quelques décennies après, et cette reconnaissance de l'État français, pour lui, il en a retiré une grande fierté. Et donc André a reçu les Palmes académiques et puis la médaille du mérite national, qui est donc il y a la Légion d'honneur et juste après donc la médaille, le mérite national. Donc ce sont deux distinctions, que ce soit dans le cadre de son fonctionnariat à l'Éducation nationale ou dans son statut d'élu de la République, où il a été vraiment reconnu. Je vais vous laisser la parole, parce que je pense qu'après le récit d'une telle histoire, c'est à vous de
Vous avez peut-être besoin de précision de la part d'André? Bonjour. Est-ce que ce vécu que vous avez pu en faire une force par la suite ou dans votre parcours? Comme vous avez dit, vous avez été élu. Et voilà. Effectivement, donc le fait de savoir que on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas être comme les autres, il fallait être meilleur. Donc j'ai toujours essayé, j'y suis pas arrivé tout le temps, hein, d'être meilleur pour être accepté dans la société. Donc ça a toujours été le leitmotiv de mon père. Il ne fallait pas que je sois bon, il fallait que je sois très bon, il fallait que je sois... Et pour être accepté, hein, alors que d'autres sont acceptés alors qu'ils sont normaux. Et moi, on m'a toujours poussé à faire mieux que les autres, à essayer de faire mieux. Peut-être que j'y suis arrivé. Avez-vous gardé un contact avec la famille qui vous a caché pendant la Seconde Guerre mondiale? Oui, alors d'abord avec Madame Dulac qui habitait au Puy. Lorsqu'on habitait à Rouen, mes vacances, je les passais chez elle jusqu'à l'âge de 10 ans. J'allais dans sa ferme, garder les vaches. Donc on a continué à avoir, et même après, jusqu'à son décès. Et monsieur et madame, j'ai pas connu madame Ferrier-Sabatier, mais monsieur Sabatier, j'allais le revoir à la Pierre Plantée. Donc il se trouve à l'intersection d'une route qui va de Saint-Georges au Mazet et qui va de la Pierre Plantée à Tens. C'est au carrefour, je ne sais pas si vous... Hein, ça c'était Bella, ma tante. Donc on était vraiment, vous voyez les deux routes, Madelonnet où mon frère allait à l'école, les Ostes, et j'habitais juste au croisement, il y a juste le point rouge dessus. Hein. Il y a une maison. Avant, c'était même une auberge. Et je suis né au premier étage. Donc j'ai gardé. Et on a voulu les faire inscrire, comme je vous l'ai dit, comme juste. Et ils nous ont toujours refusé en disant qu'ils n'avaient fait que leur devoir. Et également avec M. Guillot, qui était l'instituteur de mon frère, c'est grâce à lui que nous avons été sauvés parce qu'il avait vent qu'on allait être arrêtés. Donc il nous a aidés à fuir. Voilà. Enfin, il a aidé mes parents et mon frère à fuir. Non, en dehors de Rouen. À partir de Rouen. Hein. Non, mais ça c'est à Rouen, M. Guillot. Quand votre mère elle a accouché, vous étiez déjà caché et est-ce que vous avez pu faire venir une sage-femme qui a gardé le secret ou vous avez dû un peu vous débrouiller? Oui, alors effectivement, comme je vous l'ai dit, je ne devais pas être attendu. Donc à l'époque, les moyens de contraception ne devaient pas exister beaucoup. Donc je suis né par accident. Et effectivement, on m'a expliqué qu'au mois de mars, il faisait très froid également à la Pierre Plantée. Ils avaient fait brûler des bassines à côté et c'est une voisine, je ne me souviens plus de son nom, qui est venue aider ma mère à accoucher. Mais voilà, donc c'est ce qu'on m'a raconté. Vos parents ont-ils toujours été honnêtes avec vous concernant ce qu'ils ont vécu ou cela est venu car vous avez posé des questions? Oui, alors à la maison, on n'a jamais parlé ou rarement parlé de la guerre. Ils occultaient cette période. Je n'ai jamais connu mes grands-parents, sauf ma grand-mère, et mes grands-parents maternels qui ont été massacrés. On n'en parlait pas à la maison. Mes parents paternels, je n'ai aucune, à part ma grand-mère, toute la famille est décédée. Donc, oui, ils ont occulté cette période et m'ont protégé. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas que j'ai le sentiment d'être un rescapé. Donc, c'est ce que je vous ai dit, j'ai eu la chance d'avoir une jeunesse agréable. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? J'ai pas bien... Oui? C'est ce que vous vouliez m'entendre dire ou pas? Oui, et est-ce que c'était par rapport à... parce que vous avez posé des questions? Ah, les questions qui ont été posées? Non, toi, est-ce que tu posais des questions? Ah, oui. Eh bien, malheureusement, excusez-moi. Donc,
Eh bien, on est un peu égoïste étant jeune. Hein. Je reconnais maintenant, je le regrette. Je n'ai pas suffisamment posé de questions. Je n'ai pas suffisamment enregistré. Je n'ai pas suffisamment été, disons, essayer de comprendre ce qui leur était arrivé. Donc maintenant, je regrette parce que des témoignages, j'en ai eu, mais par bride, simplement. Ils n'ont jamais exposé devant moi les souffrances dont ils ont été victimes. Et ça, alors, un conseil pour vous aussi, hein, même si vous n'avez pas vécu la même chose, mais posez des questions à vos parents, soyez curieux. Moi, je ne l'ai pas été assez. Et ça, maintenant, je le regrette. À quelle époque avez-vous appris l'histoire de votre famille et la vôtre? Et est-ce que vous avez compris l'importance du fait que vous avez été caché tout de suite ou c'est venu avec le temps? Oui, alors j'ai toujours su, effectivement, même si on n'en parlait pas, j'ai toujours su que donc le fait d'être juif, on devait se protéger, on devait... et c'est cette valise dont je vous ai parlé, qui était cachée sous le lit de mes parents, qui m'en a fait prendre conscience. Parce que j'ai posé la question plusieurs fois, je leur disais, c'est quoi cette valise? Ah, mais si on doit partir, si on doit partir, si on doit partir. Et à partir de là, j'ai compris, pendant un certain temps, qu'ils se sentaient en danger, même si on ne l'était plus après la guerre. Moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que vous avez gardé contact avec les descendants de la famille qui vous a caché? Oui, alors avec Ferrier-Sabatier, j'ai revu une de ses petites filles. J'avais perdu la trace, qui, lorsque j'étais élu à Saint-Étienne, est revenue me voir. Mais effectivement, là, je n'ai pas eu d'autres contacts. Avec Monsieur Guillot, il n'avait pas d'enfant. Monsieur et Madame Guillot n'avaient pas d'enfant. Moi, alors non, mais par contre, mon frère, qui avait 9 ans, qui a été à l'école à Maldonné, se souvenait bien de cette période. Et pendant très longtemps, lui, il avait pris une maison à côté de la Pierre Plantée, où il allait chaque année, et d'ailleurs où il est mort. D'accord. Et il avait gardé des contacts avec les gens et avec les jeunes avec qui il avait été à l'école. Et une anecdote, il était dans sa maison, au bord de la route, et une dame passe, et lui, il la reconnaît. Et il lui dit, tu ne me reconnais pas? Et elle le regarde, elle dit, Maxime Rigaud. Et elle s'était souvenue de lui. Voilà. Donc on a gardé des contacts, peut-être pas moi, mais mon frère, beaucoup plus. Est-ce que quand vos parents ils étaient cachés, ils arrivaient à avoir une vie assez lambda ou vraiment ils pouvaient rester que cachés? Oui, alors nous étions cachés sous un faux nom. Effectivement, la vie continuait, puisque mon frère allait à l'école quand il le pouvait. Mais mes parents restaient, ma mère et mon père restaient cachés, sauf mon père, qui après a intégré le maquis et la résistance. Mais sinon, effectivement, il vivait caché. Et en plus, bon, il faut le dire que même s'ils avaient la naturalisation, même s'ils étaient français à l'époque, ils parlaient très mal le français. Donc ils auraient été vite découverts si s'étaient mêlés à la population. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Je vous ai dit, la première touche d'antisémitisme que j'ai connue, la première, ça a été l'exemple du chien, de ce voisin qui ne voulait pas que son chien fréquente un chien juif. D'accord. En France, actuellement, les juifs dans certaines villes et certains quartiers se sentent en danger, paraît-il. Je reconnais, pour moi, non. Et l'immigration, moi j'arrive d'Israël, j'étais en Israël il y a 15 jours, et l'immigration des Juifs de France vers Israël, et même vers le Canada et les États-Unis,
se fait de plus en plus et il y a de moins en moins de juifs qui restent en France. Parce que l'antisémitisme est en train de renaître. Je n'en souffre pas, hein, je dois vous le dire pour l'instant. Est-ce qu'il y avait d'autres enfants ou familles qui étaient cachés avec vous? Et si oui, est-ce qu'ils ont été découverts par la Gestapo? Alors, à la Pierre Blanté, effectivement, il y avait beaucoup de familles juives qui étaient cachées. Donc là, en Haute-Loire, ça a été une terre d'accueil. Et je remercie encore ces familles, surtout protestantes, il faut l'avouer, hein, puisqu'au Mazet, il y a des temples, mais il n'y a pas d'église. Hein. Donc les protestants ont été exemplaires et ont caché beaucoup de juifs. Par contre, des gens qui ont été arrêtés et massacrés, que sur Roanne, j'en connais, enfin je connais les familles, hein, et donc ma famille aussi, puisqu'en Pologne, j'ai ma mère et une de ses sœurs qui ont été rescapées, et tout le reste de la famille a été massacré. Et en Russie, il n'y a que ma grand-mère et son fils, mon père Jacques, qui sont venus, et toute la famille a été massacrée aussi. Alors, la LICRA, donc je rappelle, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Alors, quelques mots d'histoire, et on va voir qu'en fait, l'histoire de la LICRA est vraiment en parallèle avec celle de la famille d'André. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, mais en fait, la LICRA s'est appelée d'abord LICA, et elle est née dans le cadre d'un procès. C'est un jeune homme, Samuel Schwarzbart, qui en 1926 voit dans les rues de Paris, au quartier latin, un militaire russe, et qu'il reconnaît comme étant un des responsables des pogroms qui sévissaient alors en Russie, et notamment dans un village où toute sa famille a été massacrée. Et quand il reconnaît ce militaire, il le tue. Donc il est arrêté et il y a un procès. Le procès, il est défendu par ce qu'on appelle un maître du barreau, c'est-à-dire un grand avocat de l'époque, maître Torres. Et le procès est couvert par un journaliste qui s'appelle Bernard Lecache. Et ce journaliste, on dirait aujourd'hui, ameute en fait l'opinion publique sur ce procès, et il crée au cours du procès une ligue qui s'appelle Ligue contre les pogroms. Et grâce à lui, le procès fait grand bruit, et le procès se transforme en fait. Ce n'est plus un procès pour défendre un assassin, mais c'est un procès contre l'antisémitisme. Et l'opinion publique est alertée, et donc grâce à ce mouvement-là, Samuel Schwarzbart est acquitté. Et donc en octobre 1927, parce que les procès, vous savez, ça dure longtemps, et en 1927, donc l'association Ligue contre les pogroms se transforme en LICA. Donc la LICA est née en 1927, donc juste après l'acquittement de Samuel Schwarzbart. Et Bernard Lecache a été donc président de la LICA de 1927 à 1968. Et donc très vite, dès le début des années 30, avec la montée du nazisme et de tous les racismes, la LICA a intégré dans sa lutte les combats contre le racisme, mais elle s'est appelée LICRA, elle a intégré le R dans son sigle, dans son nom, qu'en 1979, au moment de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud.
Mais on a bien gardé le A, parce que c'est vrai que certains élèves de votre âge, quand on intervient dans les classes, nous demandent si l'antisémitisme, on définit ça de façon un petit peu rapide, racisme envers les juifs, pourquoi vous gardez le A? À ce moment-là, l'ICRE, est-ce que ça suffirait pas? On garde le A pour 2 raisons. Bon, la première, pour l'histoire. Elle est née l'ICA, elle est justement le Ligue contre l'antisémitisme, le garder. Et les ressorts du racisme et les ressorts de l'antisémitisme sont différents. Les ressorts contre le racisme, les racistes se considèrent supérieurs envers d'autres personnes, et les méprisent justement pour leur... Ils se considèrent qu'ils sont inférieurs à eux, et les méprisent pour ça. Alors que l'antisémitisme, c'est plus une notion de jalousie. Ils considèrent que les antisémites considèrent que les juifs, ce sont ceux qui ont le pouvoir. Ils considèrent que ce sont ceux qui ont de l'argent, qui ont de l'influence. Et du coup, c'est plus donc c'est inversé, en fait. Ils considèrent qu'ils sont supérieurs à eux, et ils en considèrent de la jalousie, et ils ont peur de leur soi-disant en fait pouvoir, puissance. Je ne sais pas si vous connaissez le livre, le pamphlet, le protocole des sages de Sion. Non, vous recherchez. Oui, je vois que. Donc en fait, donc ce pamphlet qui veut en fait montrer qu'il y a un complot en fait des Juifs qui veulent dominer le monde, et en plus c'est un livre qui continue à être en vente, et que certains dont ils continuent à croire en fait ce qui est écrit. Donc ça, voilà comment est née la LICRA. Et quand je disais que c'était en fait vraiment un parallèle avec l'histoire de la famille d'André, vraiment elle est née au moment de la lutte, enfin au moment où sévissaient les pogroms. Et comme a dit André, l'antisémitisme, il existe toujours. Et malheureusement, je veux dire, le jour où la LICRA n'aura plus besoin d'être, on sera dans un monde parfait. Mais malheureusement, elle a besoin d'exister, et elle est toujours, je veux dire, malheureusement de plus en plus d'actualité. Et on a vu dans l'histoire d'André, notamment l'exode de son père et de sa grand-mère. Je pense que ça vous a, je veux dire, ça a fait tilt un petit peu dans votre tête avec ce que vous suivez dans les actualités. Hein. Il continue à y avoir des populations qui doivent s'exiler, donc qui sont victimes de rejet, même d'internement dans des camps. Je pense que vous connaissez le sort par exemple, des Ouïghours en Chine, aussi pour une question de religion. Donc ils sont déchus de leurs droits et mis dans des camps d'internement. Ce sont des personnes qui vivent dans l'insécurité, et donc le souvenir quand même très, très marquant d'André de cette valise sous le lit, en se disant à tout moment il faut être prêt à partir et à fuir à nouveau. Donc ce sont c'est toujours, malheureusement, c'est toujours d'actualité. Ce que je voudrais dire, c'est que la LICRA, donc c'est une association républicaine. Donc ça veut dire quoi, une association républicaine? C'est qu'elle fonde ses combats sur la devise républicaine: liberté, égalité, fraternité, et le principe de laïcité.
Je pense que ce sont des mots que vous connaissez bien. Mais le principe de laïcité permet justement d'ancrer encore plus la devise républicaine de fraternité, quelles que soient ses croyances, liberté de croire, de ne pas croire, d'avoir toutes sortes d'idéologies, et puis l'égalité de tous devant justement quelles que soient ses croyances et l'égalité en droit. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, et en fait, malheureusement, vous voyez, vous êtes témoin que l'histoire se répète. Et comment faire pour justement lutter contre ces répétitions? C'est notamment par la connaissance de l'histoire. La connaissance de l'histoire qui vous permet de prendre du recul, de mieux comprendre ce qui se passe, et puis d'avoir votre propre jugement, d'être plus armé devant l'actualité, et savoir s'informer autrement que par toute la haine qui peut sévir sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, et puis je voudrais juste vous donner simplement quelques chiffres, hein, parce que quand on parle de l'antisémitisme, ce sont des chiffres de... Alors, il y a un service, et c'est quand même assez... je vais dire, ça veut bien dire... ça montre... Voilà, significatif, merci André. Il y a un service au ministère de l'Intérieur qui s'appelle « Service de protection de la communauté juive ». Donc, rien que le fait qu'un tel service existe, c'est parlant de soi-même. Et les chiffres en 2021 montrent en fait qu'il y a eu une augmentation entre 2020 et 2021 de 75% des actes antisémites. Hein. Et donc, les actes antisémites qui ont été recensés en 2021 sont au nombre de 589. Et une autre enquête qui montre que 1/3 des Français juifs se sentent menacés en raison simplement, je mets des guillemets, de leur appartenance religieuse. Voilà, donc la LICRA, je veux dire, doit être, donc se veut lutter contre ce fléau, et si vous le souhaitez, on a besoin de bras. Merci à tous. Alors, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, le I veut dire international. Donc la LICRA, elle est née en France, mais il y a des sections ailleurs qu'en France, en Europe, en Afrique, aux États-Unis. Il n'y en a pas dans tous les pays. Mais ce qui est important, c'est qu'elle est présente à l'ONU, et elle est présente au Conseil de l'Europe. Donc, par ces deux instances, en fait, ça lui donne notamment, elle a une voix consultative à l'ONU, et ça lui donne un porte-voix effectivement international très, très, très important. Et au niveau de l'Europe, elle fait partie de commissions qui travaillent sur la haine en ligne. Il y a un très gros travail qui est effectué par la LICRA sur ce domaine-là, dans ce domaine-là. Alors, on n'a pas encore les chiffres de 2022, donc je viens de donner malheureusement les chiffres de 2021 qui sont en très grosse augmentation, hein, que ce soit en termes de... Là, j'ai donné les chiffres d'antisémitisme, mais en termes de racisme.
Et ce qu'il faut voir aussi, dans les chiffres, il y a ce qui est déclaré, hein, lorsque les personnes déposent plainte, et tout ce que les personnes vivent. Donc en fait, il y a aussi le ressenti des personnes qui se sentent menacées. C'est pour ça que je vous ai donné ce chiffre d'un tiers de personnes qui se sentent menacées, en fait, du fait simplement de leur appartenance religieuse pour l'antisémitisme. Ce que je voudrais ajouter, qui vous intéresse particulièrement, c'est que donc depuis un an, puisque ça a été lancé en octobre 2021, lors des universités du Havre, chaque année, il y a la LICRA tient ses universités au Havre, et l'année dernière a été lancée la LICRA Jeune. Parce qu'à la LICRA, on sait très bien que les jeunes sont mobiles dès qu'ils ont donc après pour leurs études et au début de leur vie professionnelle également. Et plus ça va aller, de toute façon, il faudra être mobile tout au long de sa vie, de sa vie professionnelle. Donc en fait, la LICRA Jeune permet aux jeunes de s'inscrire, d'adhérer dans la section de la ville ou du département où ils sont, soit ils font leurs études, soit ils travaillent. Et s'ils sont amenés à changer, en adhérant, leur première adhésion, ils adhèrent automatiquement à la LICRA Jeune, et ensuite, en fait, ils sont accueillis dans toutes les autres sections. Donc il y a ça, et puis il y a des actions qui sont réalisées par ce groupe de jeunes, et pour ceux que ça intéresse, je peux les mettre en relation avec ces jeunes qui animent la LICRA Jeune au sein de la LICRA. Est-ce que vous avez un ordre d'idée du nombre de familles qui ont vécu la même histoire que M. Frautenberg en Haute-Loire ? Je pense que c'est un chiffre qu'on doit pouvoir retrouver, mais c'est vrai que je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais ce que je pourrais juste dire de façon générale, c'est qu'en France, enfin je parle aussi sous le contrôle, comme on dit, de M. Théocle, mais en France, proportionnellement, il y a toujours eu beaucoup trop de juifs qui ont été déportés. Proportionnellement, c'est un pays où il y a eu énormément de juifs qui ont été sauvés par rapport à d'autres pays. Et s'ils ont été notamment, recueillis sur le plateau, pas très loin, là, donc sur le plateau du Lignon, il y a aussi la configuration du territoire, hein, qui permet donc d'être à la fois isolé, un petit peu loin, mais quand même, il y avait un train, tu en parles d'ailleurs, hein, de Maxime a pris ce petit train, le train il y avait un train qui reliait donc Saint-Étienne au Chambon. Et donc, étant donné que Saint-Étienne était relié à Lyon par cette voie-là, ça prenait un certain temps, mais même si c'était un endroit entre guillemets assez reculé, on pouvait y arriver en train. Ah oui, tu en parleras, toi. Et puis en plus, oui, et puis la deuxième chose, c'est que c'était une terre, le plateau du Lignon est une terre d'accueil par le fait que ce soit une communauté protestante importante qui elle-même a été persécutée dans d'autres temps. Et c'était une terre, en fait, un endroit apprécié pour son bon air. Donc il y avait beaucoup de homes d'enfants, de structures qui permettaient d'accueillir les personnes. Et puis j'ajouterais juste l'action notamment, l'engagement de toute la communauté protestante a été encouragé par le pasteur André Trocmé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Vas-y. Oui, c'est le pasteur André Trocmé qui a, disons, motivé
la communauté protestante a sauvé le maximum de personnes, juives ou pas, hein, parce qu'il y avait des gens qui étaient homosexuels, qui étaient pourchassés également. Il y avait des gitans qui étaient pourchassés également. Malheureusement, pendant la guerre, dans les camps de concentration, il n'y a pas eu que des juifs. Là, j'ai parlé avec des juifs parce que c'est ce que je connaissais. Mais il y a également eu des gens qui ont été pourchassés parce qu'ils étaient homosexuels, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes mœurs, les gitans. Et les extraits qui ont été lus tout à l'heure par Florence c'est de ce livre, Sauvé, qui raconte l'histoire d'un petit train qui va de Tence au Chambon. Et c'est dans ce livre que mon frère a fait une préface. Et c'est quelques extraits de cette préface qui ont été lus par Florence Boutoussier tout à l'heure. Voilà. Mais le nombre de personnes qui ont été sauvées sur le plateau, je ne les connais pas. C'est important, puisque Yad Vashem, qui est le musée de la Shoah à Jérusalem, a décerné cette médaille au Chambon-sur-Lignon, et c'est le seul village français qui a eu l'honneur d'avoir cette médaille. Alors, je prends juste la parole pour répondre, parce que j'ai eu la chance, lorsque justement la délégation israélienne est venue en France, d'aller visiter le mémorial, et les enseignants étaient présents avec moi, du Chambon-sur-Lignon, et j'avais pris quelques photos, donc j'ai la réponse à ta question. Et il y a donc un panneau qui indique sur le plateau combien ont été sauvés. La légende voudrait que 5000 habitants aient sauvé 5000 juifs. Environ 800 juifs sont officiellement enregistrés sur le plateau, auxquels il faut ajouter de nombreux clandestins. S'il est impossible de savoir combien ont été sauvés, on retiendra que plus de 1000 noms sont connus à l'heure d'aujourd'hui. En outre, de nombreux témoignages sont encore régulièrement déposés. C'est une question que j'ai oublié de poser tout à l'heure. C'est est-ce que M. Freidenberg a déjà rencontré un autre enfant caché? Et est-ce que, si oui, vous avez partagé votre histoire Oui, j'ai rencontré, ne serait-ce que mon frère, hein, mais des enfants de mon âge, non. Des enfants plus âgés, oui. De l'âge de mon frère, j'en ai rencontré pas mal qui ont vécu autour du Chambon et dans des maisons au Chambon-sur-Lignon. Oui, donc, et je peux vous dire qu'il y a une reconnaissance envers la population du Chambon et du plateau, parce qu'on parle du plateau du Haut-Lignon, par tous ces juifs qui ont été sauvés par des gens, et je vous dis ça encore, c'est extraordinaire, des gens qui ont accueilli des personnes qu'ils ne connaissaient pas, qui ont risqué leur vie, simplement pour leur éviter une mort certaine. Voilà. Et il faut savoir que il suffisait pas d'être de religion forcément juive. Il y a des juifs qui étaient convertis au catholicisme, mais comme ils avaient eu des parents ou des grands-parents juifs auparavant, eh bien, ils étaient arrêtés également. Donc pendant cette guerre. Donc la religion, la pratique de la religion n'était pas l'élément pour arrêter les personnes. D'accord ? Moi, j'étais dans une famille qui n'est pas pratiquante, mais on a été poursuivis quand même. Donc, voilà. Écoutez, ça a été un moment extrêmement intéressant et je dirais riche dans malheureusement cette expérience. Chacun ici a pu mesurer à quel point votre famille a effectivement souffert de cette situation. Et pour autant, vous avez gardé l'espoir de reconstruire et de générer pour les générations futures un monde meilleur. Donc pour ça, on ne peut que vous remercier. Et je souligne aussi que l'association La Licra fait des actions assez significatives en ce sens et contribue effectivement
à entretenir cette mémoire pour qu'on n'oublie pas, mais que chacun d'entre nous, nous soyons porteurs d'espérance. Voilà, ça sera le mot de la fin, mais je vais laisser la parole à M. Friedenberg. D'abord, je tiens à vous remercier. Vous avez été extraordinaire. Les questions étaient très bonnes. Et j'espère que je vous ai apporté quelques précisions sur ce qui s'est passé pendant cette guerre. Et je vous l'ai dit, je n'étais jamais intervenu devant des élèves, devant des classes, mais j'arrive à un âge où je crois que c'est nécessaire, parce que la mémoire, certains se demandent si ça a existé. Eh bien, vous pourrez leur dire que vous avez rencontré quelqu'un qui l'a vécu, donc ça a existé. Et cette mémoire doit se perpétuer. Et je remercie donc les enseignants, les proviseurs, les principaux, les professeurs, et surtout également la LICRA, de faire connaître ce qui s'est passé pendant la dernière guerre mondiale, mais de faire connaître également le racisme qui peut exister. Parce qu'on a parlé des Juifs, mais actuellement, que ce soit les musulmans, que ce soit d'autres ethnies, souffrent de racisme. Et la LICRA est là pour les connaître. Et le travail que fait Florence avec la section de la LICRA à Saint-Étienne est remarquable. C'est pour ça que j'ai tout de suite accepté de travailler avec elle, même si j'ai été pendant 10 ans président de la LICRA. Mais elle fait un travail remarquable. Et surtout, je compte sur vous pour porter ce message, dire que effectivement ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas très longtemps, la guerre de 39-44, pas vos parents mais vos grands-parents l'ont connue, eh bien faire en sorte que ça ne se reproduise plus et que les gens puissent vivre en paix, quelle que soit leur couleur, leur religion. Voilà. Et je compte sur vous. C'est vous l'avenir de la France. Je vous remercie.